Le journal des diasporas africaines reçoit aujourd'hui Gervais Louembe. Bonjour Gervais Louembe. Bonjour Eugénie Tcheki. Présentez-vous. Je suis Gervais Louembe, invité du journal des diasporas africaines sur l'Afrique d'une seule voix. Voici ma première question. Quelles sont vos origines et quel est votre métier? Je suis d'origine congolaise, je viens du bassin du Congo, c'est important de le préciser. Mon métier, je suis enseignant, je suis professeur de physique et d'aéronautique, mais j'ai souvent exercé d'autres fonctions qui n'ont rien à voir avec ma formation d'origine. Alors vous les direz quand même ces fonctions. Oui, je suis actuellement responsable du contrôle budgétaire et du contrôle de légalité à la préfecture du Loiret. Donc, je suis responsable de ce contrôle sur notre département en tant que chargé de mission à la préfecture, après avoir été pendant longtemps délégué du préfet. Quelle est l'actualité, Monsieur Louembe, qui vous touche particulièrement? Alors l'actualité est multiple. La première, c'est que je suis dans une des fonctions que j'ai exercées. Je suis actuellement ce qu'on appelle un immediate past gouverneur, c'est-à-dire que j'ai été gouverneur ici en France, dans le district 103 Centre, c'est-à-dire correspondant à une partie de la Bourgogne et l'ensemble de la région Centre. À ce titre, j'ai eu à mener quelques actions, dont deux qui me tiennent à cœur. Un forum de la francophonie qui m'a permis de recevoir des interventions de personnes d'Asie, d'Amérique, des Antilles, d'Afrique et bien entendu de France et de reste de l'Europe. C'était un moment extrêmement intéressant pour dire quel était l'intérêt que nous autres Africains pourrions porter à la langue française, qui est une langue que nous avons en partage avec d'autres et dans laquelle nous autres Africains avons joué un rôle extrêmement important, il faut se le dire. Quel que soit et malgré ce qu'on peut dire ici ou là, ça reste encore un lien important et, disons, une propriété commune au-delà de ce qu'on peut imaginer. Pour le reste, j'ai eu aussi à mener une action extrêmement intéressante que je continue encore aujourd'hui, c'est sur la vue. C'est-à-dire que en tant que gouverneur, j'ai eu les moyens d'acquérir une grosse quantité de lunettes par une de nos associations qu'on appelle Médicaux, et cela m'a permis d'expédier dans 17 pays africains, 37 000 lunettes. Alors, on peut se poser des questions, est-ce que c'est bien arrivé? Oui, contrairement à ce qu'on peut imaginer des fois, j'ai eu la chance, pour avoir commencé à préparer cela dès le mois de juillet, j'ai eu la chance d'avoir des retours de la journée mondiale de la vue qui généralement se tient le deuxième jeudi du mois d'octobre. J'ai eu la chance de recevoir quelques jours après des vidéos montrant ce qui s'était réalisé au Congo, au Gabon, au Sénégal, en Guinée, au Burkina, et je peux continuer comme ça pendant longtemps. Ça a été un véritable plaisir parce que, comme vous pouvez le savoir, il se dit beaucoup de choses par rapport à l'aide vers le tiers-monde. C'est généralement une bonne excuse pour ne rien faire. Eh bien, là, nous avons réussi d'une part à acquérir ces lunettes. Je vous ai parlé de 37 000 lunettes, c'est beaucoup. Et nous avons réussi à les faire expédier dans chacun de ces pays en faisant prendre en charge l'expédition. Et là encore, c'est hors de l'ordinaire. Et au-delà, nous avons également réussi à ne pas payer la douane, c'est-à-dire que les récipiendaires se sont organisés pour s'affranchir des droits de douane et de toutes les tracasseries qu'on pourrait trouver aux frontières, après avoir déjà payé l'expédition, donc le transport, mais mieux,
ils ont distribué ces lunettes. J'en ai la preuve puisqu'à chaque fois, il a été fait une vidéo qui est passée au journal télévisé. Vous pourrez d'ailleurs retrouver sur YouTube si vous le souhaitez. Donc, c'est vraiment un sujet de joie, de fierté collectif et personnel. Collectif parce que ça a fait grand plaisir aux populations africaines. On en a envoyé au Maroc, à Agadir et à Tanger, en Afrique. Je veux parler de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire aussi bien à Brazzaville qu'à Libreville, à Luanda qu'à Bangui. Et à chaque fois, on avait le retour des vidéos. Et les populations ont été satisfaites, mais également les équipes qui s'en sont chargées, parce que c'était vraiment un véritable challenge. Et au-delà, enfin, une réussite personnelle, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé cette œuvre-là, ça fait rire beaucoup en disant que c'était utopiste, c'était une histoire de rêveur. Non, finalement, ça s'est fait et j'en suis sincèrement fier des miens, fier de ce qui s'est passé. Et cela n'a coûté absolument rien à qui que ce soit, sauf aux récipiendaires. Et là encore, c'était prévu. Voilà. Donc, c'est une véritable réussite, d'autant plus que cette thématique de la vue est une thématique qui est généralement négligée. Voyez-vous, sur le continent africain, on a un peu de mal à prendre conscience de l'intérêt des problématiques de la vue et je souhaiterais qu'on continue ce travail. Alors, ça a fait rire qui et pourquoi? Alors, ça a fait rire, alors c'est une excellente question, ça a fait rire les uns et les autres. Les uns, c'est-à-dire ceux qui sont ici, en disant, mais mon pauvre, vous allez envoyer des lunettes là-bas, mais ils vont les voler, ils vont les vendre, et puis ça va rester à la douane, et puis. Eh bien non, non seulement ils les ont pas vendus, ils ne les ont pas volés, mais ils ont même payé eux-mêmes le transport. Je veux parler des clubs services, les clubs Lions, ils les ont reçus, ils ont payé le transport de ces lunettes, mais mieux, ils ont organisé le dépistage des lunettes dans le cadre de la Journée mondiale de la vue à travers, c'est une journée qui a été instituée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, mais également en relation avec les professionnels de santé sur la vue, ils ont mis en place ce qui était nécessaire pour d'une part dépister les déficiences visuelles, mais également distribuer à ces mêmes populations, pour ceux qui le pouvaient, pour ceux qui en avaient justement les dioptries nécessaires, distribuer ces lunettes à ces populations, ce qui a suscité beaucoup d'espoir et d'espérance à ces populations-là, et nous entendons poursuivre cette action. Les autres qui ont rigolé, au-delà de ceux d'ici qui trouvaient ça incroyable, ceux qui étaient là-bas, qui n'avaient peut-être pas osé suffisamment, et se disaient que ce serait un coup d'épée dans l'eau parce que l'œuvre est trop vaste et que c'est pas avec quelques milliers. Eh bien, la question, c'est d'éradiquer progressivement ce problème. Bien entendu, nous n'avons pas l'ambition de l'éradiquer en un coup de baguette de magie. Mais là encore, nous avons esquissé quelque chose qui est en train de se poursuivre. Nous venons d'éprouver notre capacité d'obtenir des lunettes, de les expédier, que ces lunettes arrivent, que les lunettes sortent et que ce soit distribué aux populations. Et là, nous sommes maintenant dans la phase de dépistage de ces déficiences pour savoir précisément quels sont les besoins, les attentes en fonction de l'âge, du genre et même des territoires. Donc, c'est un travail qui est en train de se faire tranquillement. Et finalement, ça ne fait sourire personne parce qu'on voit que c'est possible, d'une part, et que ce n'était que le début d'une action qui allait se dérouler désormais dans le temps. Gervais Louembe est l'invité du journal Diaspora africaine sur l'Afrique d'une seule voix. Vous retrouverez l'intégralité de cet entretien à partir de 8h. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix, la radio des diasporas africaines. Je suis Olivier Seco, expert en management de l'innovation. Je reçois un chef d'entreprise qui nous parle de son parcours et partage avec nous les clés de succès qui ont fait la réussite de son projet. Nous allons décortiquer ensemble
son entreprise au regard des standards internationaux. Vous aussi, vous avez un projet d'entreprise. Venez partager avec ceux qui ont déjà réussi leur projet. C'est tous les mardis de 17h à 18h dans Itinéraire Business. L'Afrique d'une seule voix, enfin une radio qui parle de nos succès. Je suis Gervais Loembe, invité du journal des diasporas africaines sur l'Afrique d'une seule voix. Nous poursuivons Gervais Loembe avec la suite des questions. Alors, vous parliez au départ de votre origine, donc vous êtes né dans le bassin du Congo. Donc, Oui. c'est quoi? C'est vaste? Oui, je viens du bassin du Congo, je suis né dans ce bassin-là, parce que je suis précisément né à Pointe-Noire, ce qu'on appelle aujourd'hui le Congo-Brazzaville. Il se fait simplement que ce sont les frontières qui nous ont été imposées. Mais de par mes origines familiales, j'ai toujours été informé, disons, amené à savoir, à réfléchir sur le fait que les populations ont souvent bougé, que je m'exprime dans une langue qui est la même que celle qui est parlée au Gabon, parce que je suis Vili de Pointe-Noire. Ce Vili de Pointe-Noire correspond à une langue qui est parlée au Gabon, qui est parlée en Angola avec les Oyo, les Lindji et d'autres encore, qui se retrouvent également au Congo démocratique et plus encore qu'on peut retrouver pour certaines parties au-delà vers le Rwanda et le reste, voyez-vous. Donc moi je me revendique étant de ce territoire immense de plusieurs millions de kilomètres carrés et qui s'exprime dans une langue très proche, qui a un fond culturel commun et qui fait que finalement nous sommes les mêmes. C'est pour ça que je préfère parler du bassin du Congo que de parler du Congo tout simplement. Eh bien, je viens de là. Alors, vous avez quitté cet immense territoire, et notamment le Congo-Brazzaville, par choix, nécessité ou accident? Ah, belle question. Non, par mission. J'ai été envoyé en mission ici, en Europe, en France précisément, par mes parents. Ils avaient décidé. Oui, en mission, oui. Je suis venu en mission, envoyé par mon père et ma mère, selon une décision familiale. D'accord. Racontez-en oui, ça peut être plus. Étonnant. Oui. Oui, c'est-à-dire que il était arrivé à un moment de ma vie, de mon enfance, que les parents avaient estimé. Mes parents ont fait l'Europe avant moi. Ils étaient des cadres de l'État congolais, et plutôt appartenant à une certaine aristocratie congolaise, hein, et puis ils avaient tout simplement décidé que bon, il était temps que leur fils aîné aille sous d'autres cieux, connaître le monde, apprendre d'autres choses du monde, et ils m'avaient spécialement orienté sur la France, où ils estimaient que j'avais à apprendre des choses, mais peut-être leur apporter également. Et quand je partais, mon père m'a dit, voilà fils, je t'envoie en mission en France, vas-y, et rapporte-nous tout ce que tu pourras. Donc, je suis venu en mission en France. Je pense, à l'âge que j'ai aujourd'hui, accompli une grande partie de ma mission. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, j'ai plus de 60 ans. J'ai même exactement 64 ans et quelques mois. Eh bien, là où je suis arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire avoir été gouverneur du Lyons ici en France, c'est quelque chose de pas très habituel, mais ça m'a permis d'atteindre quand même un niveau de rayonnement, un niveau de connaissance, mais également une capacité d'action qui est assez peu commune pour les miens. Et c'est aussi là un moment intéressant, et c'est une des missions que j'avais à accomplir ici. Au-delà, j'ai fait quelques ouvrages, je n'ai pas fini, je suis en train de terminer l'un d'eux.
Et là encore, je continue ma mission, mais une grande partie de cette mission a été accomplie. Alors justement, faites-nous pénétrer dans cet univers de aristocrates. Hein. Vous avez des parents aristocrates. Je sais que vous avez commis un livre qui parlait justement du royaume Congo. Et ce serait bien justement d'éclairer notre lanterne concernant ce royaume Congo, cette aristocratie congolaise ou bantou. Oui, merci. Oui, bantou, oui. Oui, c'est-à-dire que nous avons parfois du mal entre nous à se reconnaître. Alors c'est vrai que ça fait très bien de venir en Europe et dire que la maman faisait des ménages et le papa buvait, etc. Alors voyez-vous, je suis monté par la force de mes poignets et que vous voyez hein, comment je suis méritant. Bon, moi je vous dis franchement, je n'ai aucun mérite. J'ai eu des aïeux, tous, pour la plupart, ont eu des fonctions importantes dans leur société, dans leur environnement. Mon arrière-grand-père, l'arrière-grand-père de mon arrière-grand-père. Et nous appartenons à donc ce royaume Congo et plus particulièrement celui de Luango, qui est à Luango, qui contenait la ville de Pointe-Noire aujourd'hui. Et dans ce rôle, oui, ma famille a joué un rôle suffisamment important pour que je sois dépositaire encore de cette tradition qui m'emmène aujourd'hui à être l'un des plus proches de notre actuel roi, Pakotokni, qui vient d'être remis sur le trône puisque l'ancien est décédé. Et par cette proximité et de ce rôle familial dans ce royaume de Luango, nous avons des obligations. Nous avons également, en tant que dépositaire de la tradition, la connaissance d'un certain nombre de choses qui m'amusent d'ailleurs dans une certaine mesure, puisque nous sommes régulièrement instruits de ce qui s'est passé il y a 4, 5, 6 siècles sur notre territoire. Vous avez bien entendu, 4, 5, 6 siècles. Nous sommes instruits de ça régulièrement. J'ai été informé par mes parents de ce qui s'était fait à ces époques-là. Eh bien, quelle a été ma joie que de constater qu'il y avait une certaine similitude avec ce que je retrouvais pour partie dans les bouquins. Alors il y a des ouvrages qui relatent de temps à autre la vérité et je retrouve bien que ce qui était dans ces bouquins-là, ce qui m'avait été dit n'était pas faux et il arrivait certainement que généralement on a du mal à on a du mal simplement à dater les choses. Oui. Ce qui fait que on a du mal à dater un peu les éléments, mais sinon pour grande partie de ce qu'on m'avait transmis, c'était vrai. Et là, ça me permet de dire aussi que nous n'avons pas toujours joué notre rôle. Un aristocrate et quelqu'un qui, dans le rôle familial, en tout cas le rôle de la famille, sur plusieurs années, a été, disons, le serviteur de sa société, au-delà d'avoir peut-être des qualités reconnues. Et peut-être que nous n'avons pas toujours joué ce rôle-là, c'est-à-dire que il s'agissait d'être digne dans ce qu'on faisait, il s'agit d'être respectueux de la société dans laquelle on était et qu'on devait servir. Il s'agissait également de ne pas se vanter d'avoir eu la chance, d'avoir eu des aïeux qui avaient joué un rôle éminent dans cette société, mais bien au contraire, de se mettre à la disposition de cela. C'est pour ça qu'en ce qui me concerne, vous avez compris que j'ai été au Lyons comme gouverneur, mais également j'ai fait cet ouvrage-là pour essayer de rendre compte de ce que j'avais appris au fil des années par les miens, et surtout rappeler aussi que oui, nous avons des obligations, nous qui avons joué un rôle par nos aïeux dans l'histoire du pays, à perpétuer ce service que nous devons aux nôtres. Et c'est pas suffisamment fait. Nous avons également à expliquer à nos congénères européens ce que nous avons été, ce que nous sommes, et peut-être présenter une autre version de tout ce qu'on raconte ici ou là, qui est totalement idiot, et notamment sur l'esclavage. On aurait des choses à dire, mais vous remarquerez comme moi que très peu d'Africains s'expriment sur l'esclavage. Alors il serait bien que nous donnions aussi, nous, notre véritable version de par au moins la tradition orale. L'Afrique d'une seule voix. Je suis Gervais Loembe, invité du journal des diasporas africaines sur l'Afrique d'une seule voix. Alors justement, dites-nous, révélez-nous une chose qu'on dit
banalement et qui est faux, en fait, sur l'esclavage? Oh, il y aurait des choses énormément à dire sur l'esclavage. Alors, je voulais, avant de parler d'ailleurs de l'esclavage, soulever deux ou trois petites choses importantes concernant justement dans ce domaine-là. Alors, vous avez dû entendre, comme tout le monde, que bon, le lion serait le roi de la forêt. Oui, Vous l'avez entendu? oui, Bien. Il faut savoir qu'il n'y a pas de lion dans la forêt. Le lion ne va jamais dans la forêt. Il n'y a pas de lion dans la forêt. dans la savane plutôt. Je ne sais pas qui. Oui. Je ne sais pas qui a raconté ça, mais nous qui sommes de la forêt, on sait qu'il n'y a pas de lion là-bas. À l'inverse, il existe un félin qui est présent dans la forêt et qui, lui, est le roi, en tout cas considéré comme tel. C'est la panthère. La panthère. Celui qu'on appelle le léopard. Oui. C'est pas totalement par hasard qu'on retrouvera les Téké, le Mobutu et un certain nombre de chefs chez nous portant une peau d'animal qui est justement celle certains l'appelleront le tigre, le léopard, la panthère, etc. C'est ça, c'est la panthère qui est. Et d'ailleurs, on pense qu'une des acceptions du mot Congo, de l'étymologie du mot Congo, c'est le pays où règne la panthère. Wango, Wengo. Voilà, donc ça aussi c'est important. Alors ça fait partie des choses qu'on véhicule comme ça, assez bêtement, sans trop regarder. Maintenant revenons-en à l'esclavage. Il faut dire que contrairement à ce que l'on a dit, cette côte-là au niveau de l'Afrique avait des pratiques qui ont été dévoyées. On nous a dit que l'esclavage se pratiquait déjà en Afrique. Non, il se pratiquait ce qu'on appelle aujourd'hui, ou ce qu'on pourrait appeler le confiage. Le confiage, c'est cette habitude que les Africains ont de donner un enfant à quelqu'un que l'on aime bien, qu'on estime, que l'on admire. On dit, tiens, mais je te confie mon enfant, on peut en confier 2, 3 ou 4, hein. Ça s'appelle le confiage. Vous devez le malmener. Le confiage, oui. On le confie, on lui confie quelqu'un. Bien. Et ce confiage-là a été dévoyé pour devenir ensuite l'esclavage. C'est-à-dire, on prenait l'enfant, on partait. Or, l'idée du confiage, et on l'a jusqu'aujourd'hui, ce qui pose d'ailleurs des problèmes aujourd'hui en France, puisque on a vu ces cas de figure où certains diplomates seraient arrivés avec des enfants ici en Europe, ce qui ça a posé des problèmes. Ces enfants avaient été confiés à ces diplomates. Et puis il y a eu, comme d'habitude chez les humains, quelques dérives de certains. Et la pratique a été, critiquée en disant voilà, c'était de l'esclavage moderne, etc. On n'a pas pris le temps de regarder ça de près. Eh bien, ce confiage fait que, oui, dans des familles, surtout pauvres, oui, ou tout simplement par amitié, on confiait un enfant à quelqu'un pour mille et une raisons, et cet enfant-là allait être éduqué, envoyé à l'école, traité, bien traité, et parfois rentrer totalement dans la famille une bonne fois pour toutes. Bon. Ça a été fait avec des gens qui venaient de loin, notamment d'Europe. Et puis, bon, la dérive, on la connaît. Ça a pris un sens beaucoup plus malheureux parce que ça s'est pratiqué également avec des religieux qui les ont pris en grande quantité. Et il y a eu des écoles dans lesquelles ils allaient. On leur a dit qu'ils allaient y rester un peu plus longtemps. Ils ne pouvaient pas rentrer régulièrement. Et de là, il y avait des razzias qui faisaient qu'on venait les chercher, ce qui pourrait expliquer le jeune âge des gens, des enfants qu'on retrouvait généralement dans les bateaux parce que, évidemment, il était très facile de leur faire peur, de les maîtriser, ils se révoltaient pas, etc. Donc, il y a eu ce petit malentendu où des enfants sont confiés à des gens, notamment des religieux, pour apprendre à lire et écrire, pour se rattraper une espèce d'échelle sociale, volontairement ou involontairement, depuis chez ces religieux-là, protestants, catholiques et le reste, ils en sont partis. Est-ce que c'était volontaire ou est-ce que ça l'était pas? Il y a les deux cas de figure. Et le résultat, c'est que si vous regardez les registres de Nantes, de Bordeaux, que j'ai eu l'occasion de regarder, vous verrez souvent, c'est des jeunes, des enfants de 11 à 16 ans, petits, jeunes, etc. Et c'est vrai que les possibilités de révolte étaient beaucoup plus difficiles.
Donc, on ne le dit pas suffisamment. Alors, au-delà, on parle beaucoup de l'esclavage, mais on ne dit pas que dans les cales, il y avait également beaucoup de minéraux, des métaux, de l'or, du plomb, etc. Par exemple, la zone de Zanaga, Komono, pour ne citer que ce coin-là, Mfouati, était reconnu depuis l'Antiquité avoir des métaux de grande qualité, l'étain, le plomb, le fer et tout le reste. On n'en parle pas de ça, on parle des gens que l'on transportait, mais si vous regardez les registres, vous verrez que sous les cales, il y avait autre chose. Il y avait sur le pont, et peut-être un peu en dessous, les esclaves, mais tout à fait au fond, on retrouvait d'autres éléments qui mériteraient le détour, notamment le fait, par exemple, qu'on avait des cordes. Vous ne pouvez pas naviguer dans un voilier sans cordes. Et d'où venaient ces cordes? Il y avait un véritable savoir-faire de ce point de vue et qui n'est pas à négliger. J'ai parlé des cordes, mais je pourrais aussi vous parler des coques. Vous savez également que les bateaux qui arrivaient à cette époque-là sur la côte africaine étaient en très piteux état. Et pourquoi? Mais parce que c'était de vieux rafiaux anglais rachetés par les négriers français et qui n'étaient pas toujours de bonne qualité. Donc quand ils arrivaient en faisant du cabotage jusque dans la côte de Luango, la côte d'Angole comme on l'appelait, eh bien, il fallait les rafistoler. Avec quoi? Et avec du bois. Quel bois? Mais le bois exotique. Ah bon? Oui, mais parce qu'il y en a énormément chez nous. Donc, il y a ce savoir-faire et la bonne connaissance des essences de bois qu'on a eues qui montre que, au-delà même de l'esclavage, il y avait dans cette région, dans cette zone, une très très grande maîtrise, une très grande connaissance au niveau du bois, des essences de bois, mais également du travail de chantier naval, etc. Il y a eu plusieurs choses également dont on ne parle pas. Et enfin, je terminerai par une petite chose également, parce qu'on pourrait passer des heures là-dessus. Oui. Il y a que si vous prenez le temps de regarder, vous verrez que les équipages, ils n'étaient pas nombreux quand ils arrivaient. Il y avait rarement plus de 40 à 50 personnes en équipage. Ils arrivaient pas nombreux du tout. Oui. Ce qui veut dire que dedans travaillaient des gens, parce qu'ils n'étaient pas même, ils arrivaient en piteux état, en mauvaise santé, ils ne supportaient pas les insectes et le climat. Ce qui fait qu'en définitive, oui, il y avait toute une économie qui faisait que ces gens rentraient dans ces bateaux, en ressortaient, etc. Et il y a eu, à cette époque-là, et c'est ce que j'ai découvert à travers mes recherches, que beaucoup d'Africains venaient en France, en tout cas au XVIIIe siècle au moins, on a des écrits dessus, venaient et repartaient en Afrique. Ils venaient faire des études de linguistique, venaient faire des études de comptabilité et repartaient. Il y a eu toute une économie qui s'est installée, aussi terrible que ça puisse être, et qui a fait fonctionner ce système-là, qu'à l'époque, beaucoup ne trouvaient pas répréhensible, aussi bien en Afrique qu'en Europe. Tout le monde avait l'air de trouver ça presque normal. Oui. Et on oublie aujourd'hui que ça a fait la fortune d'une ville comme Le Havre. La plupart des grands banquiers des banques du Havre ont fait ce commerce-là, même avec des petits porteurs qui n'étaient pas mieux lotis que ceux qui venaient acheter. La ville de Nantes ne s'est construite que grâce à ce commerce-là, Bordeaux également. Donc, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Il est intéressant de mettre face à face ce que disent les ouvrages, mais ce que disent aussi nos ancêtres, la tradition africaine, comment ils l'ont vécu, comment ils l'ont organisé, parce qu'on n'a pas parlé de l'exil volontaire qui était aussi pratiqué chez nous, au-delà du confiage, mais ça demanderait pratiquement une conférence sur le sujet. Tout à fait. L'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui parle de santé mentale chez nous. Je suis Yann Sopni, chercheur et spécialiste en santé mentale dans les communautés africaines. Retrouvez-moi tous les lundis matins de 6h à 10h heure française avec Eugénie Dieki pour des solutions pratiques à nos enjeux actuels. Conseils de famille, des mots qui font du bien.
invité du journal des diasporas africaines sur l'Afrique d'une seule voix. Enfant aristocrate, adulte aristocrate, donc existence aisée, ça ne veut pas dire pour autant que on n'est pas confronté, malgré les hautes fonctions que vous avez occupées, Gervais Lwembe, ça ne veut pas dire pour autant que vous allez éviter le racisme, le plafond de verre. Est-ce que vous l'avez vécu? Oui, je l'ai certainement vécu. Oui, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Mais bien entendu, hein, chaque milieu a ses problèmes. Comme disait quelqu'un, on a les problèmes de son niveau. Oui. Et ce qui fait que oui, j'ai accédé à des postes, à des fonctions qui étaient certainement intéressantes, élevées pour le commun de mes concitoyens. Mais dedans aussi, il y a une autre hiérarchie qui fait que bon, on peut être tenté de voir aller encore plus haut, et de temps en temps, on peut vous rappeler que non. Alors, moi, dans mon cas, c'était un peu différent. Je n'y prêtais pas trop attention, d'une part. Et puis, j'avoue qu'il y a eu je dirais des hasards, mais bon, il y a une définition qui est donnée du mot hasard. C'est vrai que il faut savoir aussi être, comme on dit dans la religion catholique, dans la contemplation, c'est-à-dire reconnaître la beauté du monde et de l'univers. La beauté du monde, c'est que vous obtenez parfois des choses pour lesquelles vous n'avez rien fait. Pourtant, c'est très très beau. Eh bien, admettez aussi, de temps en temps, vous n'ayez pas ce que vous avez mérité, et qui est peut-être mal. En termes simples, oui, j'ai été président d'une banque. Je ne vous cache pas que j'ai jamais eu une heure de droit ou une heure de finance dans ma vie. Pourtant, j'ai été président d'une banque pendant 8 ans. Donc voilà, si le lendemain, dans un autre domaine, un autre poste m'est refusé, j'accepte, parce que évidemment, je suis pas sûr que j'avais mérité d'être président d'une banque. Et puis bon, oui, j'ai eu la chance d'aller d'assister à l'Assemblée générale des Nations Unies. Bon, c'est certainement un malentendu, mais bon, c'est un malentendu qui s'est produit 2 fois. Mais de la même façon, j'admets aussi qu'il y avait d'autres fonctions, d'autres points que j'estimais mériter, que je n'ai pas eu. Donc finalement, pour conclure mon propos, je le prends avec philosophie. J'apprécie déjà ce que j'ai obtenu, parce que totalement inédit. Oui. Totalement. Maintenant, il y a ce que je n'ai pas eu qui m'a été refusé. J'estime que j'avais déjà obtenu beaucoup, et peut-être que là, plus ce serait indécent, donc j'accepte déjà ce qui m'a été donné, parce que faut savoir aussi rendre grâce de ce que l'on a, hein. On a toujours aimé avoir beaucoup plus. Et l'idée aussi, c'est ce qu'on m'avait prévenu quand je suis venu en mission, que je verrais, que je vivrais des choses, que je devrais être à la hauteur de ce qui m'a été donné. On m'a quand même donné des choses, on m'a donné à vivre des moments extrêmement agréables. Il faut déjà que j'en sois reconnaissant. Maintenant, pour ce que j'ai pas obtenu, bon, je pense que j'ai encore de beaux jours devant moi. On va essayer de les compléter. Oui. Alors, vos parents vous envoient en mission en France. Ça me fait penser à une forme d'initiation. Et vous disiez au départ que vous n'avez pas été, les aristocrates, voilà, la catégorie de personnes à laquelle vous appartenez, donc les aristocrates, notamment dans cette région d'Afrique, n'ont pas forcément été les bons serviteurs de leur société. Comment vous analysez justement l'état de dégradation, mais peut-être que je me trompe, dans laquelle est plongé le bassin du Congo, notamment, enfin pas tout, il ne faut pas généraliser non plus, mais quand même, on sent, on voit, on observe que le progrès n'est pas forcément au rendez-vous au Congo-Brazzaville. Oui, je reste convaincu que nous n'avons pas... C'est bien d'accuser des autres. Moi, je commence déjà à battre ma coupe et de balayer devant chez moi. Je pense que cette aristocratie-là n'a pas joué son rôle. D'abord, en connaissant son histoire, de savoir d'où ils viennent et ce qu'ils ont à faire. Deuxièmement, quand ils savent d'où ils viennent et ce qu'ils ont à faire, de le faire déjà. Au moins de jouer leur rôle à eux. Et à mon avis, on l'a pas toujours fait. Vous savez, être issu d'une lignée qui a joué un rôle
important ou dominant dans sa société implique aussi des obligations. C'est pas qu'un objet de fierté. Oui. J'ai une grand-mère, plutôt une aïeule, pas ma grand-mère, une aïeule, qui a assisté à la signature du traité entre le lieutenant de vaisseau Cordier, qui est un compagnon de Brazza, Oui. et le roi de Luango. C'est pas rien quand même, Oui. c'est pas si banal, elle était présente. Il se fait simplement que, elle s'appelait d'ailleurs, ça s'est passé chez un certain Gaston Saboga. Bien. Alors, mais le savoir, bon, on le sait, et puis on va se coucher. Non, le savoir, c'est de prendre conscience aussi de ce qu'on a à faire et de participer, si possible, activement à la vie de sa société, de sa cité. C'est-à-dire que, pour ma part, grâce à l'association que j'ai eue, l'AESCO, j'ai envoyé des médicaments, j'ai envoyé des lunettes, j'ai envoyé un conteneur avec des livres, etc. Et chacun devrait essayer de jouer ce rôle-là. Et malheureusement, je pense qu'il y a eu d'abord une forme de modestie en disant ben, je suis pas grand-chose, même si j'ai eu des aïeux qui ont joué un rôle, qui ont fait des choses. Et on a oublié peut-être que le côté aristocratique fait que vos ascendants ont joué un rôle dans le temps. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a un tonton ou un papa qui a fait quelque chose. Non, le papa a fait, le grand-père a fait, l'arrière-grand-père, etc. L'aristocratie, c'est pas un seul qui se lève, qui fait, qui va se coucher. C'est pas un oncle qui est ministre ou un père qui est président. Non, non. Il faut que ça se fasse sur le temps. Oui. Et à partir de ce moment-là, on n'a pas fait ça, on n'a pas transmis. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, il arrive, parfois des gens au pouvoir qui ont des besoins à assouvir. Voyez-vous, quand vous n'avez pas toujours eu ce que vous vouliez, il est naturel que quand vous en avez le pouvoir, que vous puissiez d'abord assouvir vos instincts, vos besoins, tout ce qui vous a manqué, et puis enfin, que vous fassiez un nom. Mais quand vous avez une ascendance qui a déjà fait le nom, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je m'appelle Loembe. Le nom Loembe a déjà été fait par le père, le grand-père, l'arrière-grand-père. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai rien fait de mieux ou de plus que mon propre père, mon arrière-grand-père. Vous voyez, ce que j'ai fait, c'est parce que je suis en France. Mais parmi ses congénères, mes ascendants avaient fait leur boulot et j'ai pas de nom à faire, moi. Et je pense qu'on devrait y penser les uns les autres, et de sorte à penser maintenant aux autres. Et malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Et la deuxième chose, je pense que il y a au niveau de l'histoire, j'ai eu la chance de croiser un monsieur qui m'a dit quelque chose de formidable. C'était un directeur de recherche, il est anthropologue, directeur de recherche, qui a travaillé sur le Congo. Quand j'ai pris attache avec lui pour avoir quelques informations sur le travail que j'avais à faire, il m'a simplement conseillé d'aller voir les miens, de discuter avec eux, parce que les ouvrages qu'il avait publiés, il les avait faits en tant que fonctionnaire en mission. Donc l'avis qu'il émettait correspondait à une ligne éditoriale plutôt, et sous le couvert de son autorité, de l'État. Or là, moi, c'est pas pareil. En termes simples, la plupart des ouvrages que nous avons, oui, il faut le reconnaître, sont orientés. N'oublions pas que nous avons ce qu'on appelle une éducation nationale. C'est-à-dire la nation éduque quelqu'un, c'est-à-dire lui apporte un savoir pour l'orienter vers quelque chose. Donc, nous subissons un formatage. Oui, éducation nationale héritée d'un du système colonial. Mais oui. Oui, nous subissons un formatage qui ne nous est pas favorable. Je vais être très concret. Je suis professeur de physique et d'aéronautique, donc je suis astrophysicien, mais vous remarquerez que dans nos enseignements, vous avez plus d'heures de français, d'anglais, d'histoire, de géo, que de maths, de physique, de chimie et de biologie. D'aucuns diront que c'est fait à dessein pour que l'Afrique ne se développe pas. Moi, j'irai plus loin. Je dis surtout que
nous avons refusé de jouer notre rôle. C'est peut-être fait à dessein. Et qu'est-ce que nous avons fait contre cela et pour arranger les choses? Alors, si vous me poserez la question, je vais vous répondre en ce qui me concerne. Oui, dans le cadre de mon association, j'ai créé des activités de sciences et techniques où j'apprends aux enfants dans les quartiers à lancer des fusées, à envoyer des ballons dans l'atmosphère et à faire un certain nombre de choses. Et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'on s'était croisés il y a 30 ans. Oui. Donc, vous voyez bien qu'il y a un moment donné, il faut que chacun joue son rôle. Aujourd'hui, vous avez un jeu comme la Wallé, qu'on appelle Ngola chez nous. Combien de gens le jouent dans les quartiers, etc. C'est un jeu de mathématiques et de stratégie. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas, on justement? le fait pas. Je suis Olivier Segaud, expert en management de l'innovation. Je reçois un chef d'entreprise qui nous parle de son parcours et partage avec nous les clés de succès qui ont fait la réussite de son projet. Nous allons décortiquer ensemble son entreprise au regard des standards internationaux. Vous aussi, vous avez un projet d'entreprise. Venez partager avec ceux qui ont déjà réussi leur projet. C'est tous les mardis de 17h à 18h dans Itinéraire Business. L'Afrique d'une seule voix, enfin une radio qui parle de nos succès. Gervais Wembe, est-ce que vous considérez jouer un rôle important pour votre pays d'origine? Oui, je crois, oui. Oui. J'ai la chance d'avoir un enracinement profond dans ma tradition et au risque de vous surprendre, je suis zonzi dans les mariages coutumiers, ce qui n'est pas rien, c'est-à-dire que on me fait appel comme maître de la parole. Il n'y a pas longtemps, je suis allé faire un mariage gabonais, ce qui me comble de joie parce que officiellement, je n'ai pas le passeport gabonais. Pourtant, la tradition, je la connaissais suffisamment pour procéder à un mariage de Gabonais. Et pourquoi vous n'avez pas le passeport gabonais? Parce qu'ils ne me l'ont pas encore remis, car je figure parmi les écrivains gabonais. Si vous regardez la liste des écrivains gabonais, j'y suis, mais ils ne m'ont pas encore fait le plaisir et l'honneur de m'offrir le passeport gabonais. Et pourtant, il y a un passeport, enfin, au-delà de ça, il y a un passeport CEMAC. Oui, que j'ai, et ça suffit certainement, donc je m'en contenterai. Oui. Bon, alors, tout ça ne veut pas dire, encore une fois, que votre vie est facile, malgré le fait d'une existence d'enfants, d'une lignée d'aristocrates. Quand vous repartez en Afrique, c'est sûr qu'on vous regarde de travers. Comment on vous accueille? Ah oui, écoutez, vous savez, c'est un peu comme tout, hein. Vous faites attention à ceux qui sont bienveillants et ceux qui sont malveillants, il faut les comprendre aussi. Donc, c'est mitigé. Je suis considéré comme quelqu'un qui n'est plus de là-bas. Ça fait quand même une 50aine d'années que je traîne par ici. Donc, quand je viens, à chaque fois, on me demande, mais tu repars quand? Donc voilà, hein, je ne suis plus de là-bas. Oui, je suis ce morceau de bois qui a vécu trop longtemps dans l'eau, qui n'est plus un morceau, qui ne sera jamais un crocodile, mais ne sera plus jamais un morceau de bois comme les autres. Donc, de la même façon, je ne serai jamais un Français à part entière, mais je ne serai plus jamais un Congolais comme les autres. Je serai un Congolais entièrement à part. Donc voilà, c'est un peu ma vie, je l'ai voulu ainsi, je suis une espèce d'être hybride, moitié français, moitié congolais, et je dois faire avec. Alors, si j'ai servi mon pays, oui, je crois. Je crois que je l'ai servi en y repartant régulièrement, en ayant fait quelques ouvrages qui touchent le Congo et le bassin du Congo. Je suis en train d'en terminer un sur quelqu'un qu'on appelle le Nègre Paul. Le Nègre Paul? Oui, il s'appelle le Nègre Paul. Parce que c'est un homme qui est parti, c'est une grande figure d'Orléans que l'on peut trouver ici à Orléans et dont le buste est présenté dans le musée d'Orléans. Et en faisant des recherches, on l'appelait le Nègre Paul. Et en faisant des recherches, on disait que c'était un esclave.
qui appartenait à Thomas Aignan d'Éfriche, c'est-à-dire un négociant français le plus riche d'Orléans. Et après avoir fait des recherches, je me suis rendu compte que son vrai nom n'était pas Paul, mais c'était Nzinga. Et les Nzinga se retrouvent dans le bassin du Congo. Et après avoir fait des recherches, je me suis rendu compte que ce monsieur venait tout simplement de Luango, donc de chez moi. Donc je fais un ouvrage aujourd'hui traçant le parcours de ce nègre Paul, de son vrai nom Nzinga, qui est parti de la côte d'Angola de Luango, allé à Saint-Domingue, est arrivé à Nantes, puis à Orléans où il a vécu, où il est mort. Il était l'ami personnel de l'homme le plus riche d'Orléans, qu'on a de l'époque, en tout cas, au XVIIIe siècle, entre 1750 et puis 1800. Ce monsieur a eu un buste qui a été fait par le Jean-Baptiste Pigalle, le sculpteur personnel du roi Louis XV. Louis XVI. Rien que ça. Comme quoi, vous voyez que c'est pas si banal et que finalement ça valait la peine, et on apprendra beaucoup de choses dans cet ouvrage, et on se rend compte que un noir venant d'Afrique pouvait avoir ici à Orléans une belle vie, car ce monsieur vivait dans un hôtel particulier. Alors justement, j'ai un de vos livres entre mes mains, il s'appelle Au Congo, terre d'inspiration, et j'ai l'impression, enfin ce n'est pas qu'une impression, vous avez de bonnes lectures. Oui, votre mission en fait, c'est d'éclairer, nous éclairer justement sur notre véritable histoire. Vous parlez d'éducation nationale, effectivement on est formaté à ne voir notre histoire que sous un certain angle, un angle misérabiliste, et quand on vous lit, quand on lit vos différents ouvrages, c'est chaque fois des pépites de révélation. C'est détonnant. C'est détonnant. On apprend. En fait, ça nous rend notre fierté, nos origines, notre véritable histoire, et finalement notre aristocratie à tous. Oui. C'est ça, en fait, ce que vous rendez. Oui. Vous êtes un fils d'aristocrate, mais finalement, votre travail consiste à nous faire comprendre, à nous faire prendre conscience que nous avons hérité, nous sommes les héritiers, nous sommes fils d'une histoire qui a été noble, dont nous n'avons pas à rougir, et malheureusement cette histoire-là, elle est occultée par des personnes de nos âges, nos enfants, les afro-descendants, et je pense que l'une de vos missions, c'est d'éclairer justement sur cette aristocratie de la société africaine, ou des sociétés africaines. Oui, et je suis heureux de ce constat que vous faites, d'autant plus qu'une fois de plus, je suis même aidé, j'ai eu, de la chance, parce que, vous le savez, j'ai eu un accès assez facile sur certains médias, même de grands médias également, et dans certaines maisons d'archives, à travers, de par ma fonction au niveau de la préfecture, et même sur d'autres missions que j'ai exercées, ça m'a permis effectivement, d'une part, de voyager, mais d'accéder à des éléments authentiques me permettant justement de retrouver tout ça. Prendre quelques exemples. Regardez, l'os d'Ishango. Qui sait que l'os d'Ishango est le plus vieux vestige au monde faisant état de la pratique des mathématiques par l'être humain. Oui. Alors que vous pouvez voir sciences et vie, sciences et mathématiques, tout ce que vous voulez, à aucun moment on vous dit que les origines des mathématiques c'est l'Afrique, sont de l'Afrique. Et là, c'est au bassin du Congo. Ishango, c'est au bord du lac Kivu, où il se passe autant de malheurs aujourd'hui, le lac Édouard, comme on l'appelait. Mais il y a une deuxième chose que j'ai pas encore mis dans le livre, qu'on trouvait formidable. Vous avez, par exemple, un mot qui est très curieux, Congo. Eh bien, la première entreprise la plus ancienne au monde s'appelle Congo. Elle existe où? Au Japon. C'est cette entreprise, qui est une entreprise familiale, qui a construit le temple du roi, de l'empereur du Japon. C'est quoi ce mot Congo qu'on retrouve autant? Et au-delà, vous avez aussi Chikolobwe.
Tchikolobwe. Tchikolobwe, c'est cet endroit au Congo démocratique où se trouve l'uranium enrichi à plus de 60% naturellement. Quand vous trouvez l'uranium, vous voulez l'utiliser, il faut l'enrichir. Là-bas, il sort naturellement enrichi. Et c'est grâce à cet uranium-là qu'on a pu faire, hélas, la bombe atomique qui a permis de mettre fin à la guerre aussi rapidement et surtout avant les nazis. Pour dire que je terminerai quand même par une chose parce que je manquerai à mes devoirs de ne pas le dire. Le bassin du Congo est le deuxième poumon économique du monde. Oui. Ça veut dire que le dioxyde de carbone qui est dégagé dans l'atmosphère est absorbé pour partie par le Brésil, donc au niveau de l'Amazone et du bassin du Congo. Ça veut dire que on devrait nous saluer, nous remercier pour ce que nous faisons pour le monde. Parce que grâce à ce bassin du Congo que nous avons entretenu bon an, mal an, eh bien, il y a une partie du dioxyde du carbone du monde qui est absorbée là. Nous sommes importants pour la marche du monde. Il faut que les gens s'en rendent compte. Donc, de cela, oui, nous devons être fiers, mais avant d'être fiers, il faut qu'on soit conscient de cela, conscient de notre rôle. Et ce n'est quand même pas par hasard que l'univers va mettre un peuple dans un bassin qui a autant, mais autant d'atouts. Je veux parler de ce fleuve. Je veux parler d'Ishango. Je veux parler des mines de cobalt, des minerais de cobalt, de diamants, enfin bref, de toute cette richesse qu'il y a, tout ça dans c'est l'espèce de nombril de la Terre. Alors pourquoi justement? C'est pas rien. C'est scandaleux en fait. C'est à la fois fabuleux et en même temps scandaleux dans la mesure où on est les plus pauvres. En fait, on est riche en même temps pauvre. On dit même que pour le cas du Congo-Brazzaville que si on en est là, c'est parce qu'on est riche. On le dit aussi pour la RDC. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous savez, on a beaucoup parlé d'aristocratie. Mais vous savez, la dignité d'un homme, sa fierté, s'il se ressent aristocrate, il a plus de dignité. Il y a des choses qu'il ne fait pas, qu'il ne peut pas faire, qu'il ne doit pas faire. Cette fierté qu'il le porte et souvent se lit dans son regard. Il y a un traitement qu'on vous inflige pas, quand vous êtes digne et vous l'imposez aux autres. Peut-être que nous avons oublié notre histoire, oublié le rôle que nous avions et que nous jouons dans ce monde et qui a fait que on l'a tellement oublié que les autres nous ont infligé ce traitement-là. Vous voulez être idiot? Vous êtes idiot, vous ignorez votre histoire. Eh bien, on va vous l'infliger. Vous êtes rien. Alors qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, par le plus grand hasard, oui, j'avoue avoir eu quelques fonctions à gauche, à droite. Moi-même, je me suis demandé comment, mais c'est arrivé. Peut-être aussi dans ce qu'on peut avoir dans son œil, en soi. Cette connaissance de sa tradition qui fait qu'à un moment donné, vous avez comme ça un charisme qui peut aider. Il faudrait que les gens de l'Afrique centrale se réveillent, prennent conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils peuvent avoir, ce qu'ils ont apporté au monde. Le jazz vient de là. La sape, les habits viennent de là. Beaucoup de choses viennent de ce bassin du Congo. Tant qu'on sera inconscient de cela, on se contentera de peu. Mais dès qu'on est conscient de cela, on se contente pas de peu et on veut atteindre les sommets parce que c'est sa place. Et à ce moment, ça va nous impulser dans quelque chose de beaucoup mieux que de nous vautrer dans ce que l'on voit des fois chez nous et qui fait mal au cœur. Très mal au cœur. Gervais Louembe, si vous deviez rentrer définitivement dans votre pays d'origine, qu'est-ce que vous ramèneriez avec vous? C'est déjà fait. C'est la connaissance, l'histoire, un autre regard sur l'Afrique, un autre regard sur l'Occident,
un autre regard sur cette connaissance qu'on a dit nous apporter, mais qui était déjà chez nous. C'est important ce regard. Quand je suis parti, je suis venu chercher quelque chose, mais je me suis rendu compte que ce que je suis venu chercher, en fait, était resté au pays. Mais si j'étais pas venu, je ne saurais pas que c'était resté. Voilà. Donc maintenant, quand je vais repartir, je sais où je vais chercher et je sais que je vais trouver ce que je veux parce que désormais, j'ai subi la plénitude de mon initiation qui me permettra peut-être maintenant de mieux servir les miens. Mission, initiation. Alors, quel message pour terminer pour les diasporas dans le monde, pour votre pays d'origine? Quel message à l'Afrique, à la France où vous vivez depuis plusieurs années? Alors, moi je dirais aux Africains, soyez chez vous, où vous êtes. Curieusement, je suis chez moi en France. Et à partir du moment où vous êtes chez vous, vous faites ce qu'il faut pour chez vous. Nous avons eu, pour la plupart de mes collègues, des collègues de la fac, hein, beaucoup sont venus faire des études pour rentrer. 40 ans, 50 ans plus tard, ils sont toujours là. Ayant presque raté leur vie parce qu'ils croyaient, parce qu'ils s'étaient dit qu'ils rentreraient. Moi, dès le début, je suis arrivé en disant que j'allais rester ici. Donc, je me suis installé. J'ai pris racine. Je ne m'en plains pas. Donc, finalement, on peut avoir des origines africaines, congolaises, et s'enraciner ici. Parce que n'oublions jamais, Eugénie, nous avons peuplé le monde, nous avons peuplé la terre, nous sommes partis de là-bas et nous sommes répandus à travers la terre. Donc oui, ici en France, je suis chez moi et j'exhorte les miens, les nôtres, de se sentir chez eux, là où ils sont. Ça évitera que certains viennent leur dire, il faut que vous rentriez chez vous. Ça évitera parfois de subir une forme d'ostracisme qui pourrait créer le doute dans nos têtes. Mais quand on est et on se dit chez soi, ça change le regard et le propos de celui que vous avez en face. Donc, et même le projet s'en trouve amélioré. C'est cette philosophie justement qui sous-tend la création de cette radio, l'Afrique d'une seule voix, qui a pour but de faire prendre conscience aux diasporas, ou à l'Afrique, aux Africains, aux Noirs, aux Nègres, c'est comme on veut, que le monde leur appartient et que nous sommes des conquérants. Oui. Voilà, tout simplement. Oui, et que nous avons déjà tout reçu. C'est ce qu'il ne faut jamais oublier. Nous avons déjà tout reçu. Quand on vient, je suis désolé de le répéter, mais quand on a la chance de venir d'un bassin qui a eu une histoire aussi dense, aussi riche que le bassin dont vous et moi venions, on n'a plus rien à demander à qui que ce soit, on n'a qu'à exprimer ce que nous avons au fond de nous et que le monde attend. Gervais Louembe, je vous remercie infiniment pour ce partage, pour cette connaissance que vous nous avez apportée. À très bientôt sur l'Afrique d'une seule voix. À très bientôt. Merci pour ce que vous faites. Félicitations de la manière dont vous menez tout ça. Ça fait longtemps que vous faites ce que vous faites et vous faites avancer, et au-delà de ce que vous-même vous imaginez, la cause de cette Afrique-là. Mais la cause de l'Afrique n'est pas celle de l'Afrique, c'est la cause du monde. Tout ce qui touche l'Afrique touche le monde dans son ensemble, quel que soit le cas de figure, et quel que soit ce qui s'est fait dans ce monde, sur cette terre, il a fallu à un moment ou à un autre, que l'Afrique centrale, le bassin du Congo, mette sa patte pour que ça prenne de l'envergure. Prenez le thème que vous voudrez, vous verrez que à chaque fois, eh bien, ce bassin du Congo a joué un rôle. Alors soyons dignes de cet endroit, soyons dignes de ce que les ancêtres nous ont laissé. Vous souhaitez réagir à une actualité? Votre voix compte.
Réagissez sur le répondeur de la radio L'Afrique d'une seule voix 00336 65 02 12 83 06 65 03 12 83.